Bonjour à tous, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Aix-en-Provence et je suis allé à la rencontre de Christophe Cambord, entrepreneur, et Gauthier Brosse, entrepreneur également, développeurs, spécialistes tous les deux, chacun de la blockchain. Christophe a créé une technologie Ibex Wallet qui permet l'autodétention d'actifs financiers, la tokenisation d'actifs financiers, de la dette américaine par exemple, des valeurs, des actions boursières tout simplement. Et de l'autre côté, Gauthier Brosse a monté plusieurs entreprises au fil des années, une dans le Delaware aux États-Unis, avec laquelle il a collaboré avec le groupe Meta entre autres, et nous allons discuter aujourd'hui de cette technologie que l'on appelle blockchain et plus largement de l'intelligence artificielle. Bonjour messieurs, bonjour Gauthier Brosse, bonjour Christophe Cambord, je vais vous laisser vous présenter bien sûr, Gauthier. Bonjour, moi je suis Gauthier, donc, je suis un entrepreneur venu du sud de la France, d'Aix-en-Provence. J'ai créé des applications Facebook, également une crypto-monnaie, et aujourd'hui je continue ma crypto-monnaie. Vous avez travaillé avec le groupe Meta d'ailleurs. Le groupe Meta, mais qui à l'époque était Facebook, il n'était pas encore renommé en Meta. Sur la plateforme vidéo principalement. Alors, on a travaillé en tant que développeur tierce party, c'est-à-dire qu'on crée des applications à l'intérieur de Meta pour les pages entreprises, et notamment on a été les inventeurs du live streaming, donc de la diffusion en direct sur Facebook. Christophe Cambord, je crois, assez autodidacte également, et qui a un projet assez novateur et très en vogue aujourd'hui sur le sujet qui est le nôtre, qui porte sur la finance décentralisée, pour ainsi dire. Tout à fait, autodidacte en effet, et puis entrepreneur depuis de nombreuses années, c'est pas ma première société. Ouais. En l'occurrence, dans la crypto, moi ce qui m'intéressait c'était la techno, le support, pas tellement les crypto-monnaies en tant que telles. On va en parler, c'est l'aspect technologique en effet. Et pour entrer dans le vif du sujet, pour tous les deux, puisque c'est un peu votre sujet justement, qu'est-ce que la blockchain? Quelle est la définition de la blockchain? Christophe peut-être Un registre décentralisé. Une base de données décentralisée, hein, si on veut vraiment... Par rapport aux discussions qu'on a eues en amont, je crois que vous êtes d'accord là-dessus, sur la définition. On est totalement d'accord, voilà, une base de données décentralisée, distribuée. Donc distribuée, ça veut dire vérifiable, elle est accessible et donc tout le monde peut la vérifier. Voilà, elle est distribuée entre des validateurs, donc ça peut être des validateurs techniques, comme le Proof of Work, qui est le Bitcoin, ou qui était l'Ethereum, ou avec d'autres types de validateurs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le plus de tokens. Proof of Work, c'est la preuve de travail, donc. C'est la preuve de travail. Alors, on en a déjà parlé, je ne pense pas que ce soit très intéressant d'en parler pour tout le monde, parce que finalement, ça complique une technologie, mais en fait, le Proof of Work, c'est-à-dire qu'il va y avoir du travail, de trouver, je crois, une histoire de nombre premier. Nonce. Voilà, donc des calculs qui sont calculables que par itération, donc qui nécessitent beaucoup de travail, qui à ce moment-là vont valider l'ensemble des transactions, les ajouter à la base de données distribuée, et à ce moment-là, on va pouvoir tenir le registre de tous les transferts entre les blocs qui s'ajoutent, et c'est ce qu'on appelle la blockchain. Voilà. Distribué, pour préciser ton point précédent, distribué peut être public ou privé. Hein. Tu as dit public. Pas tout à fait. C'est pas parce que c'est distribué que tout le monde peut y accéder. Il y a des blockchains privées. Ouais. Par contre, distribué signifie qu'il n'y a pas une personne unique qui peut en changer le contenu. Qui a la main. Qui peut en changer le cas pour Bitcoin en particulier. Blockchain distribuée. Et elle est distribuée et elle est publique. C'est-à-dire que tout le monde peut regarder ce qui se passe dans cette blockchain. Ouais. Le monde entier le voit. Mais sache qu'il y a aussi déjà des blockchains privées. Alors toi, tu as créé une blockchain. Alors j'ai créé une technologie de blockchain. Voilà. J'ai démarré comme ça. C'est ça qui m'a intéressé moi, au départ sur ce sujet. C'est ce côté... objet digital incopiable, infalsifiable. Parce qu'avant ça, j'ai fait du cloud storage, du stockage de fichiers, mais un fichier se duplique. Pour la petite anecdote, c'est un petit peu là que tu as fait fortune, entre guillemets, en quelque sorte. En tout cas, tu as réussi j'ai eu cette chance d'avoir un modèle qui a bien marché. Je faisais des espaces de stockage pour les opérateurs télécoms. Ouais. Donc si tu as été client chez SFR, Orange, Virgin, jusqu'à AT&T... Ce qui est le cas de beaucoup de monde. On avait un peu plus de 20 millions d'utilisateurs en France, ouais. Et donc, on stockait les fichiers, les photos, on crée un super disque dur pour les opérateurs. Donc là, moi, j'ai vu l'aspect massification du stockage et du besoin de mettre dans Internet, parce que les jeunes ne s'en souviennent pas, mais avant, on ne mettait pas dans Internet. Avant, il y avait tout dans les ordinateurs. Bien sûr. Quand la bande passante est devenue suffisante, on a enlevé les fichiers, on les a mis dans le réseau. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, hein, mais c'était pas le cas au départ. Moi, j'ai participé à ce mouvement cloud sur ce sujet bien particulier d'opérer pour les opérateurs. Mais les fichiers étaient duplicables. C'est-à-dire une photo se copie, un MP3 se copie, tout ça, ça se copie. Alors que ce que la blockchain apporte, c'est qu'un bitcoin n'est pas copiable et falsifiable. Et c'est ça qui m'a fasciné. Sur la blockchain et uniquement sur la blockchain. Exactement. Et si
si j'essaie d'en faire un qui est un faux, il faut que j'arrive à convaincre tous les participants. Toute la communauté qui vérifie donc la blockchain. Qui vérifie ce qu'on appelle les transactions. Donc, un bitcoin, en fait, c'est le fait qu'il est échangé, qui est mémorisé dans cette blockchain. Et donc, si tout le monde accepte que j'en invente, là, j'en crée un faux. Ce qui est donc le sujet de la sécurité de cette blockchain. Et donc, très récemment, tu t'es posé une interrogation par rapport aux actifs financiers plus largement et pas seulement les crypto-monnaies. Parce que quand on parle de crypto-actifs, on parle un peu de monnaie, on parle de plus en plus de valeurs refuge également, puisque Jérôme Powell lui-même, le président de la Réserve fédérale, nous dit Bitcoin est un concurrent pour l'or plus que pour le dollar. Et à partir de là, tu t'es dit pourquoi ne pas permettre finalement à tout le monde, un petit investisseur, à tous les concitoyens, d'auto-détenir, c'est bien ça, ces actifs financiers. Donc ça peut être de la dette américaine, des actions, on ne va pas les citer, ou toutes différentes les unes que les autres, LVMH, Air Liquide. Tout à fait. En fait, j'ai commencé par regarder pourquoi il y a une régulation et une réglementation. En fait. Pourquoi il y a ça? La régule, tu vois, elle apparaît pas par hasard. Elle apparaît chaque fois qu'il y a un accident, chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a des gens qui se sont fait voler, tac, on invente une régulation. Et donc pourquoi aujourd'hui il y a des tiers qui détiennent tes valeurs? C'est parce qu'il a fallu être certain que personne ne les vole d'abord, très simplement. Donc il faut des garants en quelque sorte, il faut qu'il les conserve. Garantie. Voilà, donc c'était plus au fond de mon jardin, dans mon matelas, y compris du papier action, hein, j'entends, où c'était pas échangé comme ça. Bien sûr. C'était mis dans un endroit avec un coffre-fort de la sécurité. Donc ça, c'est ce qui a inventé la notion des banques, en fait, les banques de dépôt et de conservation de titres. Et ensuite, il a fallu être sûr que le titre existe. Ce titre, est-ce qu'il est vrai? Ou est-ce que c'est un faux titre, en fait? Est-ce qu'on m'a vendu un truc qui n'existe pas? Et donc là, il y a les bourses, il y a les échanges numériques. Toi, tu t'es beaucoup intéressé à ça, d'ailleurs, sur la détention des titres. On y arrive, à mon avis, très rapidement. On se pose, justement, vu que c'est un registre décentralisé et distribué, on se dit pourquoi pas, si on peut avoir du Bitcoin, pourquoi on ne pourrait pas avoir une action avec également. Donc ça fait partie du courant, et également il y a l'histoire de régulation, comme toujours, qui est à la fois un frein et une sécurité aussi pour les gens. Et donc ces autorités centralisatrices ont été nécessaires jusque-là parce qu'on ne savait pas avoir une vérité partagée, finalement, publique. Du moment que la blockchain arrive, là, ce n'est qu'une techno au départ, mais soudain, on a ce challenge. On dit, mais est-ce qu'on a encore besoin d'intermédiaires entre mon titre, mon action, mon actif et moi? Voilà. Et j'ai travaillé depuis quelques années à dire... Lorsque j'entends Christine Lagarde nous dire « Nous sommes intéressés plus par la technologie blockchain que par les crypto-monnaies » il y a quelques années déjà. Finalement, la question, l'interrogation qu'on peut se poser, c'est pourquoi les banques centrales peuvent porter un quelconque intérêt pour la blockchain, puisque elles sont déjà un tiers de confiance, entre guillemets, elles sont déjà un garant du système. Quel est l'intérêt pour un régulateur? Alors moi, j'ai fait quelques conférences de tout ce monde existant d'ores et déjà, donc la bourse, tout cet écosystème qui est massif, qui existe, qui représente beaucoup d'acteurs et d'argent et d'intérêt. Et en fait, ils raisonnent blockchain pour se dire, tiens, on va faire une économie de traitement. Voilà. Ce qui coûte 100 aujourd'hui coûtera moins cher. Par contre, ils ne disent pas si cette valeur, ils vont la rendre à leurs clients, d'abord, premièrement. Et personnellement, j'en doute. C'est la partie technologique en premier, c'est l'assistance technologique. C'est pour faire que ça coûte moins cher, voilà. Résumé. Mais ce n'est pas des nouveaux cas d'usage. Et donc je pense que la finance traditionnelle intègre ces outils de blockchain, de réseaux décentralisés pour faire que les échanges coûtent moins cher entre eux, finalement, mais ne se remettent pas en question eux. On entend de plus en plus, j'étais aux Émirats Arabes Unis la semaine passée, on entend de plus en plus la TradFi, la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Il y a beaucoup de... Est-ce que les crypto-monnaies, selon vous, tous les deux, sont déjà une solution pour faire passer des paiements parfois plus ou moins opaques ou plus ou moins compliqués, entre guillemets? Alors, si je peux juste rebondir un coup sur ce qui a été dit avant. Donc on disait que justement on pouvait se passer des systèmes centralisés, et finalement ce qu'on voit, est-ce que eux peuvent se passer de nous? Donc quand je parle de nous, ça va être les petits porteurs, ça va être toutes ces personnes-là. Donc en fait, finalement, il y a aussi l'effet d'annonce qui fait qu'ils s'y intéressent et qui disent, mais nous on travaille sur la blockchain, ils peuvent pas laisser passer comme ça. Ils ont voulu balayer de revers de la main en fait toute cette activité-là, et finalement ils se rendent compte qu'il y a une technicité derrière, qu'il y a quelque chose, et ils veulent faire partie aussi d'annoncer, nous on fait quelque chose. Je crois que la Société Générale a émis, donc comme d'autres banques, elle a émis sur l'Ethereum. En France, il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est seulement la Société Générale. Elle a émis de la dette en stablecoin aussi.
aussi. Voilà, donc j'avais vu passer la nouvelle. Donc en fait, ils font des tests et finalement, ils ont envie aussi, parce que finalement, il y a toujours ça va être tiré. On peut prendre l'exemple de Kodak, par exemple, qui avait les brevets sur le numérique et qui finalement l'ont laissé passer parce qu'ils pensaient avoir plus à gagner sur l'argentique et qu'ils se sont fait rattraper. Donc finalement, dans toute évolution, même quand on y met du frein, comme ça évolue sans nous, il y a quand même ce côté on n'arrête pas le progrès, on est obligé finalement de se mettre, parce que ça apporte une solution. Mais à ce niveau-là, justement, au niveau des paiements, et c'est un peu le principe de la blockchain, ça permet de faire passer des paiements finalement assez facilement, et ça nous ramène à une question, est-ce que les crypto-monnaies ne sont pas surtout des monnaies avant d'être des actifs ? Finalement, il y a un peu on a l'impression de changer un peu de cap tous les 6 mois à ce niveau-là, c'est un actif très sûr, c'est une valeur refuge, et puis après, non, c'est une monnaie, ça fait passer des paiements. Il y a un sujet, le premier sujet que j'irai, c'est que la monnaie, elle sert en fait à être un ratio entre plusieurs actifs qui sont difficilement échangeables. Donc aujourd'hui, si admettons que je voulais payer en actions Société Générale, on va les reprendre puisqu'on en a parlé. Je voulais payer, par exemple, je dois 200 € pour une soirée la veille. J'ai envie de lui rendre son argent. Je ne pouvais pas lui rendre en actions Société Générale. Par contre, aujourd'hui, avec les actifs, donc certainement les RWA qui ont été téconisés, je serais capable de lui rendre son argent rapidement en actions. Donc je vais pouvoir. Donc finalement. On peut préciser ce qu'est le RWA. C'est Real World Asset, en fait, c'est tokeniser des actifs qui existent déjà, de la dette, ça va être une action Apple, une action Société Générale, ça peut même être des parts d'un appartement, en fait. Et donc, à ce moment-là, vu qu'il va y avoir des propriétés, pratiquement de l'instantanéité de frais et de praticité, du coup, je vais être capable de payer. Donc, en fait, tous ces actifs vont devenir relativement monnaie par des propriétés intrinsèques. Et comment ça se passe alors? Pour une application comme Ibex Wallet, on sort l'actif du système traditionnel. Donc, il faut un proxy. Voilà. Il faut ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire il faut bien une entité du monde réel qui, elle, joue le rôle de dire... Quand on dit monde réel, c'est monde officiel, finalement. Oui, pardon. C'est surtout autant pour moi. Non, mais c'est intéressant parce que c'est évocateur. Le monde réel, c'est justement pas le métavers, enfin, pas le digital. Ce sont les banques centrales, les banques, les régulateurs. Et donc, une entreprise qui est installée a le droit d'acheter un titre sur un marché. Ouais. Elle le met dans sa comptabilité et elle a un compte ouvert chez un broker, par exemple, pour des actions. Ouais. Donc, elle le détient. On est sûr qu'elle le détient. Elle est auditable. Il peut y avoir un auditeur de la société qui vérifie qu'elle a bien dans son patrimoine, à cette société, une valeur qui est là. Cette société peut émettre un token qui est le miroir de ce qu'elle détient dans sa réserve, de manière à dire que ce token correspond à ce titre dans ma comptabilité. Et donc ce token, il a en sous-jacent le titre. Et donc, pour répondre à ton point de tout à l'heure, est-ce que c'est des monnaies, est-ce que c'est des cryptoactifs ou des crypto-monnaies? En réalité, tout dépend un peu du sous-jacent. Si tu prends le plus gros usage après Bitcoin aujourd'hui, de ce que l'on voit, c'est les stablecoins dollars. Donc, tu as la société... Ce sont des crypto-monnaies, mais adossées à de la c'est le même monnaie, mécanisme. En l'occurrence, donc, il y a une société qui s'appelle Tether, qui dit, voilà, moi, j'ai X centaines de milliards, parce qu'on parle en centaines de milliards de dollars dans mes comptes, c'est auditable, c'est vérifiable. Je déclare que j'ai ça, même si je suis une société privée, pas cotée en bourse, ni rien, je suis une société privée, je détiens ça, et chaque token Tether en circulation, je m'engage auprès de mes acheteurs et utilisateurs à ce qu'il y ait bien ce dollar en réserve. Et ça remplace considérablement la monnaie pour bien des transactions, parce que là on est sûr d'être sur un territoire qui est très monétaire, en l'occurrence sur les stablecoins. C'est leur engagement. Et ces gens-là sont arrivés depuis 2016, ils se sont imposés, ils ont été malins, ils sont passés par les exchanges centralisés, donc Binance, etc., avaient besoin de monnaie. Si tu veux, quand tu as vendu ton Bitcoin, il te faut quelque chose en face. Et si tu as peur que le marché varie trop, tu veux être stable. Et donc tu retournes en dollars, sauf que c'est pas des dollars US classiques. T'es plus en fiat là, tu restes en token, tu restes en crypto. Ce qui a plein d'avantages, notamment au niveau juridique. Et donc ces stablecoins, pour moi, est un cas concret de... quelque chose qui est sur la blockchain, qui s'adosse à quelque chose. Une digression par rapport à ça, tu es plus en fiat, donc c'est plus de la monnaie traditionnelle pour ce que tout le monde comprend, l'euro, le dollar. Et donc si on n'est plus en monnaie fiat, en monnaie traditionnelle, il y a de grands avantages. Quels sont les avantages d'être plutôt en USDT en stablecoin? Par exemple, si tu es en France, si tu as fait une plus-value en vendant ton Bitcoin, elle n'est pas imposable immédiatement, parce que tu n'es pas en euros. C'est pas de la monnaie. C'est pas de l'euro. Ouais.
Et donc aujourd'hui, jusqu'à la loi de finances de cette année, en tout cas, je ne sais pas si on en aura une Ça change très vite en tout cas. Donc. Non, en tout état de cause, au-delà de la plaisanterie, mais clairement aujourd'hui, il est évident que tu dois ta plus-value quand tu es repassé en euros. Voilà. Ça, tu n'y es pas encore. C'est pas si clair, hein, parce que Au Danemark, le texte, par exemple, on est en train de se poser... le texte est clair que c'est pas en euros, mais si j'achète ma maison directement en Bitcoin, mais tu le transformes. On va dire que je l'ai transformé en euros. Non, mais si pas. C'est le fait générateur, si tu veux, de transformation. C'est là où c'est pas clair, parce que finalement, quand c'est du dollar, quand ça reste du dollar en Tether, on l'a pas transformé en euros. Par contre, pour tous les autres achats et toutes les autres transactions qu'on serait susceptible de faire en passant dans Bitcoin, finalement, ils font la correspondance en euros. Tout à fait. Quand bien même l'usager ne l'a pas fait. Donc, tout comme tu peux acheter ta maison en Château Pétrus. Tu as des caisses de Château Pétrus, tu les amènes, l'acheteur te les prend. Qu'est-ce qui va se passer? On va trouver une valeur à ça, en euros. Le notaire va enregistrer un paiement euro, parce que la transaction se fait en euros. Et à ce moment-là, le fisc va venir te voir en disant « Eh monsieur, là, il n'y avait pas une plus-value sur les Pétrus, non ?» En toute logique, la logique voudrait que quand on le passe qu'on le passe en dollars, il y a exactement le même comportement. Donc ça reste... Alors, tant que tu es en dollars token, ça va. Mais si tes USDT redeviennent des dollars US, là, t'es un peu dingue. Parce que tu l'as repassé en fait. Il y a une soumission à une interprétation. C'est là où c'est flou et qu'il faudrait... Mais je pense que ça va pas durer. Parce que quand il y aura une adoption, je sais pas quelle est la masse... Massive, en tout cas, bien sûr. À un moment donné, on va dire, non, mais les gars, c'est pas de la monnaie ayant cours légal. Mais finalement, c'est un outil monétaire parallèle. Comme regardez, puis d'ailleurs, c'est régulé dans MiCA, c'est des EMT. Moi, j'ai une question. C'était taxé avant d'être régulé, donc finalement, c'était pas du vrai argent, mais quand il faut venir l'encaisser, ça en devient... Cher Christophe, par rapport à IBEX précisément, si on parle d'actions, moi, si j'ai du LVMH en portefeuille, je suis pas obligé je peux passer par un broker pour acheter du LVMH. Pourquoi passer par IBEX et avoir un token plutôt que du LVMH directement? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ton LVMH chez ton broker, il n'est pas vraiment détenu par toi. Il est détenu par le broker en question, ou surtout, en général, tu n'as pas un lien direct avec un broker. Tu as toujours une plateforme d'investissement qui se met entre le broker, ce que moi j'appelle broker, c'est celui qui a accès au marché. Absolument. Donc, les particuliers, celui qui met 500 € dans le LVMH, il n'aura pas accès au broker. Il aura quelqu'un entre les deux. Donc, cette plateforme-là, qui est régulée, ça ressemble bigrement à une banque. Elle est très régulée, et c'est très bien, hein, c'est ainsi. Cette plateforme, elle est donc entre le broker qui a le titre vraiment dans ses comptes et toi. Et donc, il y a une créance. Et au milieu. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne l'as pas vraiment. C'est comme les euros que tu mets dans ton compte en banque, tu n'as plus d'euros, hein, tu as un droit de tirage sur la banque. Et donc, tu n'as pas vraiment un euro. Ça veut dire que sur les actions, on ne peut pas avoir le billet, en quelque sorte, qui est de la monnaie banque centrale. Exactement. Et avec IBEX, on va pouvoir auto-détenir. Donc, Exactement. ça veut dire qu'il n'y a absolument plus aucun intermédiaire. Et le mode opératoire se fait, si j'ai bien compris, par rapport au Face ID de l'iPhone. Alors, on a simplifié, effectivement, une fois qu'on a réalisé ce montage pour dire, mais n'importe qui peut quasi détenir en direct ses titres. Il y a très peu, il y a quasiment plus d'intermédiaire entre lui et son titre. Il y a le proxy, la boîte qui détient dans le monde réel, ce qu'on appelle un SPV, et lui, il est en face, l'utilisateur. Et donc, de manière à rendre ça utilisable par tout le monde, on a simplifié les technos de la crypto. Parce que les technos de la crypto, ça reste quand même encore un truc d'informaticien, ou pour bouger toi-même tes tokens sur ton wallet, si tu le détiens toi-même, ce wallet, ça reste compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le business des exchanges centralisés, qui sont des plateformes régulées. Ça ressemble à mes plateformes d'investissement dont je parlais tout à l'heure. Qui font perdre l'intérêt principal de la crypto-monnaie d'ailleurs. Exactement. Alors, pas la valeur. Celui qui veut spéculer sur BTC, il s'embête pas. S'il y a que ça qui l'intéresse. Il regarde les cours et puis il vend, il achète, il vend, comme s'il faisait une action. Il détient pas réellement de Bitcoin. Il a une créance en Bitcoin. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des plateformes d'investissement de type Revolut ont ajouté Bitcoin à côté du reste, en se disant, bon, ben, les gens qui veulent trader, ils peuvent trader du Bitcoin. C'est un jeu d'écriture, en quelque sorte. La plateforme Revolut. Vous avez des comptes, j'imagine, sur des plateformes, tous les deux? Gauthier? Moi, j'ai un compte, j'avais un compte sur Binance. Pourquoi Binance? Parce que c'était le plus simple. Le leader du marché. Le leader du marché, hein. Ouais. Mais avoir un compte chez Binance, comme quand on a un compte, c'était FTX,
alors qu'ils sponsorisaient le football américain. Ouais. Donc ça n'a pas protégé les gens quand Sam Bankman-Fried a confondu en fait les assets de la société et les assets des porteurs, et un peu via le fonds Alameda investi dans tout et n'importe quoi. Bon, il faudrait enquêter un peu plus, mais c'est pas le moment. Mais voilà, et ça n'a pas protégé les déposants qui ont perdu tout leur argent. Il y avait avant MTGOX, pardon. Il n'est pas perdu. Pour l'instant, je crois que c'est parce qu'ils ont investi chez Anthropic, en fait. Et que les valeurs les valeurs d'Anthropic, donc qui ont fait Cloud.ai, valent tellement aujourd'hui qu'ils seraient susceptibles, en les vendant, de récupérer les assets. Mais ce que tu dis est vrai. Voilà, tu avais un tiers qui détient à ta place. Voilà, quand il y a eu le problème, notamment ils avaient leur propre token, donc l'FT token, donc il y a eu tout un moment où en fait ils ont dit on va tous les racheter, mais ils en avaient émis plus que ce qu'ils étaient capables de racheter. Le Ponzi est tombé, donc le Ponzi n'était pas le Bitcoin, n'était pas la crypto-monnaie, mais c'était le fait d'avoir centralisé, donc où ils détenaient eux l'ensemble des actifs et après émettaient plus, quoi. On l'a vécu dans l'histoire depuis les orfèvres. C'est toujours la même histoire. D'ailleurs, Tether, dont on parlait avec le TUSD, a été pendant longtemps... Il y a des doutes des fois. Voilà, il y avait des doutes. Maintenant, il n'y a plus de doutes parce que vu que les taux d'intérêt ont augmenté, donc finalement, ils touchent énormément de revenus. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du dollar, ils ont de la dette américaine, de la dette certainement française, japonaise, donc justement dans leur solde. Et en plus de ça, tout le monde ne retire pas d'un coup. Donc, c'est là où on peut faire de la réserve fractionnaire. Bien sûr. À mon avis, je joue moins à faire de la réserve fractionnaire que les banques. Mais bon, c'est également un autre sujet. Donc oui, dans les plateformes centralisées, il y a toujours ce problème, ce doute de savoir s'il y a de la crypto à l'intérieur des comptes. Aujourd'hui, je sais que Binance, quand il y a l'histoire de FTX, a fait en sorte que les dépôts soient vérifiables. Un des avantages de la crypto, c'est qu'on peut aller vérifier ce qu'il y a dans les wallets. Donc, on pourra aller vérifier, je crois qu'il doit y avoir 40 ou 50 milliards. Bon, maintenant que ça a monté, il doit y avoir plus d'assets. Donc, ils seraient susceptibles, normalement, de rembourser tout le monde. Toi, Christophe, lorsque tu as pensé à l'IBEX, est-ce qu'il y a eu une interrogation, une préoccupation par rapport au caractère, j'imagine, oui, évidemment, à 100% légal, on va dire, de l'opération, et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Alors, j'ai regardé de bout en bout, donc de l'utilisateur jusqu'au placement. Parce que parfois, on peut se dire, c'est formidable, mais si c'était possible, on l'aurait déjà fait. On l'aurait peut-être déjà inventé, c'est peut-être pas possible de le réaliser. Oui, et en même temps, ce qui est formidable quand on entreprend comme moi, c'est que tu arrives souvent dans un endroit où on ne sait pas. C'est gris, parce que ça n'a jamais été jugé, donc tu as des règles. Tu sais que ce n'est pas illégal. Par contre, tu ne sais pas encore comment c'est légal, comment c'est encadré. Exactement. Par exemple, la finance décentralisée ne l'est pas régulée. MiCA, le texte européen, on a la chance d'avoir un texte en Europe, mais cependant, ce texte, il ne régule pas la décentralisation. C'est-à-dire que tous ces tokens qui sont dans la blockchain ne sont pas régulés en tant que tels. C'est les opérateurs centralisés qui t'aident à en acheter qui le sont régulés, eux, par contre. Et donc, dans mon cas, comme tu as bien ton wallet autodétenu, qui utilise les mécanismes du smartphone, Fido, dont tu parlais tout à l'heure, moi, IBEX n'a pas les wallets des gens, contrairement à Binance, par exemple. C'est bien les personnes qui détiennent leurs wallets, et IBEX Wallet ne fait que les mettre en relation avec les actifs. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes finalement une plateforme de mise en relation, plus qu'une plateforme d'échange, en tout cas, pas d'échange, mais simplement de mise en relation. Vous êtes l'architecture de... Mise en relation au sens graphique du terme, c'est comme Google, c'est un index, en fait, où nous, on a des tokens que l'on montre. Voilà. Et vous n'êtes pas responsable de ce qui peut se passer. Non, par contre, on a essayé de bien faire les choses en mettant bien en avant les risques, les informations sur ce que les gens sont en train de faire. Quels sont les risques? Tu as toujours de la perte en capital, y compris dans une boîte cotée en bourse. Tu vois, chaque année, même sur Euronext, tu as des boîtes qui s'arrêtent. Voilà. En fait. Et là, on est sur notre territoire, mais pas par rapport à la détention, pas sur le caractère de la détention. Tout à fait. Du moment que tu investis, il y a des risques. Il y a un risque spéculatif. Il y a également, excusez-moi, il y a également un problème dans la détention où il faut bien former les gens. Nous, notamment, quand on avait fait le SAT, je sais qu'au début, énormément de gens ont perdu leur mot de passe. Alors, ce qu'il n'y aura pas, ils ne perdront pas leur visage, les gens, mais ils peuvent perdre leur téléphone. Il y a des cas de figure. Donc, il y a ce problème de récupération. Moi, je sais qu'à l'époque, on avait fait 2 assurances de 600 000 $ chacune pour rembourser les gens donc, qui avaient perdu leur token parce qu'ils avaient perdu le mot de passe. Malgré les nombreux messages qui leur disaient « vous ne le récupérez pas, attention, ne le perdez pas ». Il y a toujours des erreurs. Donc, il y a et là, à ce niveau-là, ça c'est très intéressant ce que dit Gauthier. Sur IBEX, comment ça se passe si on perd son... Alors justement, pour rendre la chose grand public, ça faisait partie de la réflexion, on s'est dit « non mais ça c'est trop compliqué,
La plupart des gens, moi inclus d'ailleurs, j'ai pas envie d'avoir la clé privée, la responsabilité de cette clé. Parce que si elle est perdue, c'est perdu à tout jamais. Donc j'ai pas envie de ça. Et donc c'est dans le mécanisme du smartphone, donc que ce soit côté Android ou iOS. Aujourd'hui, ces smartphones, ils sauvegardent tes mots de passe de tes applications. Ils sont déjà sauvegardés. Et donc il y a ce protocole qui a été mis à jour il y a quelques années dans tous les smartphones du marché, savent sauvegarder ce qu'on appelle des clés privées, donc des clés d'accès à la crypto, pour le vulgariser, et ce de manière sécurisée. Donc même Apple ne l'a pas. Donc ça, c'est le mot de passe des mots de passe aujourd'hui finalement. Oui. Sans le savoir, on a tous un passeport avec notre donc dans ton smartphone, tu peux voir, il y a un truc qui s'appelle mot de passe. Quand tu vas dedans, tu verras tous les mots de passe de tes sites web qui sont enregistrés. Il y a à ça ajouté ce qu'on appelle des passkeys, donc des clés privées, où Apple ou Google ne l'a pas. Moi, évidemment, je ne mets surtout pas Ibex Wallet. Et toi, utilisateur, tu peux voir qu'elle existe, et comme c'est bien fait, même toi, tu ne le vois pas visuellement, tu peux pas te le faire voler par un hacker, par exemple. Voilà. Pour accéder à ça, il faut ton pouce, ton visage ou ton mot de passe pour débloquer ta session. Ouais. Et donc oui, tu peux perdre ton pouce, tu peux perdre ton visage, tu peux perdre tout un tas de trucs. Tu peux perdre surtout ton smartphone, c'est pas très grave. Ouais. Tu achètes un nouveau smartphone, tu remets ta session Google ou Apple dedans. Et donc là, à partir de la reconnaissance faciale, on récupère toutes ces données Ibex Wallet. Ce qui fait que les risques qu'il y a dans la crypto depuis le début, de toutes les pertes de clés privées avec des histoires affreuses, de gens qui ont perdu des clés avec des centaines de bitcoins, enfin, t'as des histoires affreuses comme ça. C'est vraiment impossible de le récupérer, n'a plus lieu. En tout cas, on a déporté le sujet. Quelle est la croissance prévue pour Ibex et quelles sont les ambitions, pour ainsi dire, à court, à moyen et à long terme? En fait, c'est énorme. Enfin, moi, j'ai jamais eu une start-up avec autant de potentiel, puisque finalement, aujourd'hui, tu as déjà... Ça peut séduire un petit peu tout le monde, entre guillemets, c'est un peu ça. En fait, tu as des gens qui n'investissent jamais, ou qui n'investissent que au travers de leurs banquiers, leurs amis, leurs copains. Ils ont peur d'y aller tout seuls. Ceux-là, on va pas régler de problème pour eux, parce que finalement, ils ne savent investir qu'au travers du conseil de quelqu'un. Mais celui qui a envie de souveraineté, celui qui a envie d'indépendance, celui qui se dit non mais l'avenir est pas forcément facile en fait. J'ai envie de mettre à l'abri mes économies. Celui-là, on le connaît pas encore parce que c'est les débuts des problèmes qu'on voit apparaître particulièrement en France. Ça peut être quelqu'un qui craint en quelque sorte les banques ou qui est inquiet par rapport à la stabilité bancaire. Qui a envie de souveraineté, il a envie de reprendre le contrôle. Donc celui-là, il n'existe pas encore vraiment. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 3 millions de Français qui ont des actions et tu as déjà plus de gens qui ont de la crypto, d'après les études qui ont été menées. Donc on sait qu'on a entre 3 et 5 millions de gens qui investissent. Ce que l'on sait moins, c'est quelle est la part qui investit au travers de plateformes aujourd'hui. Et ce que l'on ne sait pas, c'est combien seront prêts à quitter ces plateformes pour être indépendants. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les jeunes générations qui arrivent, elles se posent moins de questions. Eux, ils veulent accéder dans une appli à leurs actifs et ils veulent que ce soit liquide. Voilà, c'est surtout ça. Ça rentre, ça sort facilement. Et effectivement... Alors, comment on fait à ce moment-là? Parce que si on a des actions sur Ibex Wallet, mais qui sont tokenisées, la préoccupation, c'est celle-ci. On se dit, mais à quel moment, si j'en ai besoin, si je dois vendre, comment... Donc, au lancement, tu as le marché qui cote l'action en question. Donc, si je prends mon exemple d'Apple, l'action Apple, quand le marché est ouvert, tu peux donner un ordre de revente, et donc le proxy qui les détient les vend et te donne le résultat de ça. Voilà. Mais projetons-nous un petit peu à l'avenir. Quand on aura assez de volume, si tes Apple m'intéressent à moi et qu'on est tous les deux utilisateurs d'Ibex Wallet et on est dimanche et le marché est fermé, c'est pas très grave. Si on tombe d'accord sur un prix ensemble, on va se les échanger. Et donc la liquidité sera forcément encore supérieure à celle du marché. Et là, donc Ibex Wallet aurait, dans cette hypothèse, une forme de responsabilité, deviendrait un tiers de confiance entre les deux utilisateurs. En tout cas, non, parce que Ibex Wallet va à nouveau juste donner accès à un marché qui lui est décentralisé. Où ton Ibex Wallet à toi et le mien vont accéder à ce marché décentralisé pour se l'échanger. Mais Ibex Wallet va juste prendre le rôle de t'amener vers ce marché décentralisé. Il va surtout pas l'opérer, ne te prendra pas ton ordre, c'est bien toi qui passeras l'ordre en décentralisé. Et alors j'ai des questions. Et donc il y aura plus de liquidité que sur le marché réel. Voilà. Pour répondre à ta question. J'ai une question pour avant, je fais comme tout à l'heure. Je t'en prie, bien sûr. Donc j'ai bien compris l'histoire des passkeys qui étaient sauvegardés. Quid de la transmission? Moi, j'ai un enfant, je vais avoir une fille bientôt. Excellente question. Et à un moment, j'aimerais lui transmettre. Est-ce que ces passwords qui sont stockés, non stockés... Ça a été jugé, ça, déjà. Ça a été jugé dans le cas, notamment, tu sais, des achats de musique sur Apple Music. Oui. Et donc, autant
quand tu achetais de la musique, tu ne pouvais pas, la musique en tant que telle, tu avais juste un droit intuitif personnel, tu ne pouvais pas le transmettre à tes enfants. Par contre, les comptes Apple, eux, le sont. Les comptes Apple sont transmis. Tout à fait. Donc dans le jugement, tu as un jugement qui traîne que tu trouveras facilement. Il dit, c'était un Américain, tu vois, son père avait acheté des milliers de dollars de musique sur Apple. C'est fou que ce soit pour de la musique, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il l'avait fait. Et donc quand le papa est décédé, bah, le gamin, il a demandé à Apple, Apple a dit non. Et donc il a dit non, mais il n'y a pas de raison. Et donc en fait, Apple a démontré que non, dans les CGV d'Apple Music, c'était bien que toi qui achetais un droit d'écoute sur ce que tu avais acheté. Donc ça marchait pas. Par contre, le reste du compte, oui, le descendant avec ça. Et tu peux même le préconfigurer d'ailleurs, hein, c'est comme dans Facebook. Donc c'est magnifique en fait. Donc là, ça résout un des gros problèmes en fait des wallets. Pas de la fiscalité, parce que il reste à inventer la fiscalité de cette transmission. La fiscalité de cette transmission-là, la fiscalité, mais au tout du moins de pouvoir le transmettre, parce que le problème de la crypto, c'est que ni même fiscalisé ou pas, ça pouvait rester dans le wallet. Bien sûr. C'est bien ça le problème. Ça sont les problématiques qui vont apparaître davantage durant les années qui viennent forcément, puisque beaucoup de personnes vont détenir une partie de leur patrimoine grandissante en crypto-actifs. Donc on va dire la cryptographie sous l'aspect, et l'intelligence artificielle plus largement, sous l'aspect souveraineté et autodétention, ça c'est une partie que tu as expérimentée, Christophe. Et de ton côté, Gauthier, tu t'y intéressais également par rapport aux potentielles solutions qui pourraient être apportées d'un point de vue plus politique en quelque sorte. Aussi, et aussi de notre côté, mais... Voilà, alors ça me parlait forcément politique, mais... non, mais sur l'aspect technique, je veux dire, ce qui t'a... Ben oui, ayant eu beaucoup de ressources humaines, j'ai dû, quand l'IA est sortie, je me suis dit que c'était un moyen, en fait, de pouvoir d'abord s'élever, parce qu'en fait, quand on discute avec l'IA, on apprend énormément de choses. On peut être curieux à 4 heures du matin, à 2 heures, à n'importe quel moment, poser des questions. Et avoir, à la différence de Google, qui nous présentait de l'information qu'il fallait aller chercher et traiter, elle est quand même pré-traitée, cette information-là. Et on peut lui demander de nous l'expliquer différemment, comme un enfant de 5 ans, par exemple, quand c'est très compliqué, ou nous mettre avec sous forme de tableau, et donc on va pouvoir apprendre très rapidement. Et au-delà de ça, on va pouvoir commencer à faire des choses qui nous paraissaient totalement impossibles. Moi, par exemple, je ne codais pas les termes de mon entreprise et j'ai commencé à développer. Donc au départ, elle m'a expliqué comment mettre un setup, donc d'installer par exemple Visual Code, installer Node.js. Donc là, je parle avec des mots un peu compliqués, mais c'est à dessein. C'est pour expliquer que des choses qui étaient pour moi impossibles sont devenues totalement faisables. Et donc en fait, ça a ouvert... Et très rapidement. Très rapidement, sans la difficulté de devoir perdre de l'information en essayant de l'expliquer à quelqu'un d'autre, qui a peut-être pas forcément la même motivation, ce qui peut se comprendre, à créer quelque chose. Et très rapidement, mais j'ai réussi à faire des petits logiciels vraiment... Et alors, tout en t'amusant, pour ainsi dire, si je puis dire, tu as récolté beaucoup de données de l'État par rapport aux dépenses publiques, et tu as découvert certaines incohérences dans certaines dépenses. Donc, du coup, oui, au fur et à mesure, du coup, je vais refaire tout le logiciel qui s'appelle le SAT, où il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi et dont je me sens redevable. Et pour des raisons personnelles, je me suis intéressé aux données de l'État pour savoir si est-ce que l'État pourrait régler les problèmes que nous avons tous en tant que contribuables aujourd'hui, à savoir une fuite des deniers publics, un budget qui prend l'eau, ce qui peut se comprendre. Et même, je vais revenir là, parce qu'il n'y a pas forcément de responsabilité, mais en fait, c'est comme un code. C'est comme Windows. Je pense qu'à un moment, il faut formater et repartir à zéro. C'est-à-dire qu'on a mis des strates sur des strates, et en fait, on a patché. Grâce à la blockchain, selon toi, il n'y aurait même plus besoin de commission, finalement, d'assemblée de personnes qui étudient toutes les données. Là pour le coup, l'IA plutôt. L'IA, mais est-ce que tu peux nous montrer un petit exemple? Donc du coup, j'ai fait moi-même un logiciel. Je voulais analyser les données de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Je savais qu'il y avait l'open data, donc je suis allé télécharger le logiciel pour aller vérifier si les déclarants, par curiosité, et aussi pour voir si on pouvait faire mieux avec de l'IA. Et très rapidement, en fait, j'ai réussi à faire un tableau avec la liste de tous les déclarants. Donc liste qui a quand même été amputée d'énormément de monde par un arrêt du Conseil constitutionnel qui a été fait par Laurent Fabius, qui a dit qu'on ne devait pas lister les enfants, la famille et des hauts fonctionnaires. Donc là, on a à peu près des maires, des personnes de PCI. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, le tableau n'était pas extrêmement cohérent, qu'il y avait énormément d'erreurs.
Donc ça, tu t'en es rendu compte principalement par rapport à l'IA qui t'a, en un temps record, pour ainsi dire, analysé les données. L'IA en elle-même, elle travaille très vite. Donc Ouais. elle va permettre, une fois qu'on a l'idée de ce qu'on veut faire, on va pouvoir faire un modèle, même faire des micro-logiciels à l'intérieur. Par exemple, le fichier était très gros, il était très mal formaté. Donc j'ai réussi à faire un micro-logiciel pour l'analyser, me donner la structure, et après faire l'analyse finale. Quelles sont les plus grosses incohérences, par exemple, dans les données qui sont entre les données publiées et ce qui est ressorti? Par exemple, il y a ce monsieur Richard Chamelin, il a fallu les nettoyer, donc elles sont déjà pré-nettoyées. Mais là, on peut faire des rémunérations de haut en bas. Donc du coup, voilà, il y a monsieur Richard Chamelin, donc, qui aurait gagné 9 milliards. Alors je rassure tout le monde que monsieur Richard Chamelin n'a pas gagné. Qui est maire adjoint. Maire adjoint municipal à Nice. Et il n'a pas gagné 9 milliards, et d'ailleurs ça a l'air d'être une très charmante personne, puisqu'il a déclaré, il y en a qui n'ont pas déclaré, et il a fait, donc c'était lors de son activité de praticien hospitalier. Voilà, donc ça fait partie évidemment des erreurs qui sont présentes sur les données qui sont publiées. Voilà, ça fait partie des erreurs. Données qui, selon la Haute Autorité de la Transparence, sont vérifiées. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France, l'intelligence artificielle ne soit pas appelée pour vérifier ces données, finalement? Est-ce qu'on a un temps de retard au niveau public? Et dans d'autres pays mon opinion personnelle, ouais. Donc là je ne parle pas en tant que dirigeant d'IBEX, mais moi je pense que c'est cependant similaire à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tu as tout cet écosystème de la finance traditionnelle qui est là, qui est installé. Pourquoi il se remettra en question? Et donc toutes les structures et les technostructures existantes, déjà d'avoir fait l'open data, c'est énorme. Ouais. Et la France était plutôt en avance. Mais je pense qu'une fois l'open data réalisé, check, c'était fait, on a mis la donnée, débrouillez-vous. On n'a pas donné du sens, hein, on a produit de la donnée brute finalement. Et il a fallu longtemps, par exemple sur le cadastre, aujourd'hui tu as des applications magnifiques qui te montrent en temps réel qu'est-ce qui est à vendre, combien les propriétés autour de toi ont été vendues, de manière à ce que tu saches toi-même te faire un avis sur ce que vaut ta propriété. Mais entre quand la data était disponible et ces applications, c'est très long, tu vois. Papers, ça a mis du temps, ou Société.com, ça a mis du temps. Je pense quand même que c'est l'œuvre de privé, le fait de lier en fait l'open data qui va être par exemple les registres notariés des ventes pour savoir quelle était la vente et le mettre en relation avec le cadastre, je l'ai téléchargé également, mais le mettre en relation avec le cadastre, ça a été des initiatives privées à but commercial, par exemple pour seloger.com ou pour fournir des API tierces. Et justement, c'était l'œuvre du privé. Maintenant, pour revenir à la question initiale, qui était de savoir pourquoi... Pourquoi finalement, toi, dans ton garage, et en petit génie de l'IA, entre guillemets, parviens à faire ça C'est l'IA qui est voilà, génie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu l'habitude, en fait, de parler à des développeurs pendant des années. Et donc, j'ai eu l'habitude de formater ma demande de façon à être comprise dans le but de créer le logiciel. Donc, j'avais la formation. Donc, l'IA a juste répondu 24/24 et en ayant donc la puissance de calcul de NVIDIA. Mais pour savoir, demandez-vous pourquoi on a 5 700 000 fonctionnaires aujourd'hui, sachant que ces 40 dernières années, il y a eu l'avènement de l'informatique. En fait, la logique voudrait qu'on ait réduit, puisque à l'époque, ils arrivaient avec des papiers, donc il y avait des papiers, on arrivait à trouver quelqu'un au fin fond des Alpes. Et là, aujourd'hui, tout semble d'être de plus en plus long, d'avoir de plus en plus de bureaucratie, alors même qu'il y a de l'informatique. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent être réticents, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'ils sont là et l'informatique est là, ils veulent pas cliquer, ils appellent les responsables informatiques parce qu'il y a un bourrage dans l'imprimante, et ça s'arrête là. Je pense qu'en prenant des gens qui ont une vue totalement différente, qui ont envie de faire bouger les choses également, parce qu'en fait, le contribuable, il a plus une volonté de faire changer les choses, peut-être que la personne qui est en train de bosser. Donc, pour résumer, l'essentiel en tout cas du sujet est que on a envie de supprimer, d'abroger le principe du tiers de confiance, d'être responsable, d'être en capacité d'autodétenir, de salarier moins de monde également, et d'avoir une capacité d'avoir des données fiables en face de soi. Et liquide. Que ce soit liquide financier ou liquide en data, là c'est de la data liquide. En fait, finalement, elle se remettra à jour tout le temps. Elle est disponible très très vite, finalement. Et Elon Musk, parce que le tiers de confiance, quel qu'il soit, peut entraver la liquidité finalement. Il peut y avoir une rétention d'informations de la part d'un tiers de confiance. C'est un filtre. Ibex Wallet, si on veut accéder à Ibex Wallet, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Combien de temps ça prend? Pour l'instant, il y a un site internet qui permet de laisser son email pour recevoir l'email dès que ce sera ouvert. On est en train de terminer l'application qui sera prête au premier trimestre. Ouais.
Et à ce moment-là, on enverra les emails aux premiers participants pour leur demander de regarder. Il y a un nombre maximal qui est ouais, on s'est dit qu'on allait démarrer avec maximum 5 à 10 000 utilisateurs. Ouais. Et donc, on bloquera l'application au-delà de ça. On donnera aussi des avantages à ceux qui s'inscrivent maintenant, qui seront les premiers utilisateurs, parce qu'il y aura peut-être quelques bugs et on leur donnera un avantage lié à ça. Et une fois qu'on est sûr que l'application tourne bien, on ouvrira ces vannes de manière à s'étendre. Merci à tous les deux, merci Christophe Cambord, et merci Gauthier de nous avoir reçus également. Merci d'être venu.